L'interview de la semaine. Bonjour à tous, c'est Laurent sur Radio Solidarité. Alors aujourd'hui, nous commençons sur Radio Solidarité la semaine de l'habitat et du logement à l'occasion du Housing Action Day qui aura lieu ce week-end en Belgique et principalement dimanche avec deux grandes manifestations, une à Liège et une à Bruxelles. Aujourd'hui, nous avons comme invité Monsieur David Prel qui est le coordinateur du Rassemblement Wallon pour le droit à l'habitat. Bonjour David, comment vas-tu ? Bonjour, ça va? Alors, je vais bien, merci. Alors, nous sommes en direct par téléphone, donc si on a des petites coupures, on rappellera. Sinon, j'espère que le son sera bon pour nos auditeurs. Alors, David, c'est quoi le Rassemblement Wallon pour le droit à l'habitat ? Alors, c'est une plateforme associative un peu sur le modèle du Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat, qui regroupe à peu près 25 associations aujourd'hui, des mouvements, des fédérations, et qui militent pour faire avancer le droit à l'habitat en Wallonie. L'habitat, c'est quoi exactement ? C'est une vaste question. On a l'habitude de dire que habiter, c'est bien plus que se loger. L'idée, c'est que c'est une vision un peu plus large que le simple logement, qui est un droit constitutionnel, mais on sait qu'il n'est pas tout à fait réalisé aujourd'hui, qu'il y a encore beaucoup de travail. Mais une fois qu'on a un logement, encore faut-il s'y sentir chez soi, se l'approprier, même quand on est locataire, être bien dans son environnement, dans sa mobilité, etc. La notion d'habitat, c'est un peu cette vision un peu plus large du logement. Alors, Et puis on sait que c'est un droit fondamental pour accéder aussi à toute une série d'autres droits sociaux tout aussi fondamentaux comme le droit à la culture, à l'emploi, à la santé. quelle est la situation en Wallonie par rapport aux problèmes de logement ? Alors, elle reste assez critique, un peu moins qu'à Bruxelles, où elle est carrément catastrophique, mais on ne peut pas trop se vanter en Wallonie parce que ça fait pas mal d'années qu'on parle de crise du logement. C'est en vérité une crise de l'accès à un logement financièrement payable et puis de qualité, mais ça n'est pas une crise temporaire, parce que cette situation elle dure depuis très très longtemps. C'est une situation structurelle avec la difficulté, en particulier quand on a des très faibles revenus, d'accéder à un logement convenable, décent, dans lequel on se sent bien, et puis qui n'engloutisse pas la majorité des revenus, que ce soit pour le loyer. On est dans une période très très tendue avec les augmentations de loyer liées à l'inflation, et puis aussi pour les charges dont on sait qu'elles ont explosé les derniers mois. Alors justement, on parle de logement, on parle d'accès au logement, mais est-ce qu'il y a assez de logements pour que toutes les Belges, et en particulier les Wallons, puissent trouver un logement digne ? Alors, une réponse en deux temps. Il y a formellement assez de logements quand on compare le nombre de logements construits et le nombre de ménages, donc de familles ou d'individus. Bien, il y aurait théoriquement assez de logements. Le problème en pratique, c'est qu'ils sont pas bien répartis et pas toujours accessibles. En particulier quand on parle de logements de bonne qualité. Et une des problématiques importantes, c'est le fait que pas mal de logements restent inoccupés aujourd'hui, alors que de l'autre côté, des personnes ont des grosses difficultés à accéder au logement. Quelle est justement les logements inoccupés? Est-ce qu'ils sont inoccupés parce qu'on ne trouve pas de locataires, parce que les loyers sont excessifs, ou parce que les bâtiments, les logements sont de mauvaise qualité? Alors, une explication de pourquoi est-ce que des logements sont inoccupés, elle est plurielle. Il n'y en a pas une seule, il y en a plusieurs. On peut être face à des situations qui sont souvent liées à la gestion du logement, par exemple, parce qu'il y a une indivision entre des ménages, entre des familles, pardon, qui héritent, qui sont ayant droit du logement et qui n'arrivent pas à se décider pour le gérer correctement. On peut avoir aussi, ça existe, des propriétaires qui préfèrent laisser leur logement vide
et spéculer sur l'augmentation des prix du terrain, du bâtiment, plutôt que de le mettre en location. Et puis, il y a effectivement toute une série de logements et de bâtiments qui ne sont pas en état d'être loués directement. Mais on sent quand même qu'il y a une tension de plus en plus importante. Pour certains, c'est plus intéressant aujourd'hui de laisser son logement vide plutôt que de le mettre en location. Alors, est-ce qu'il y a des... Donc, on sait maintenant que depuis quelques années que le logement est une compétence régionale, donc la région wallonne. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites par le gouvernement par rapport à l'accès au logement en Wallonie? Alors, il y a pas mal de mesures voilà, qui ont été adoptées par le gouvernement wallon pendant la législature ici. Quelques avancées. Je vais citer notamment la nouvelle allocation d'attente loyer qui est accordée depuis le 1er janvier de cette année, mais la décision a été confirmée seulement il y a une dizaine de jours. Pardon, à des ménages qui sont candidats au logement social, mais qui n'y ont pas accès. Ils doivent être candidats depuis 18 mois au moins, et ils peuvent bénéficier de cette allocation d'attente, qui est une forme de compensation pour le fait qu'ils sont obligés de se loger sur le marché privé, faute de logement public suffisant. C'est une mesure qui était demandée par le secteur, qui est attendue. On verra si elle touche suffisamment de personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées, qui devraient avoir accès au logement social, mais qui concrètement ne peuvent pas y accéder parce qu'il en manque. On peut aussi citer le fait qu'il y ait de nouvelles dispositions qui permettent d'agir plus efficacement contre l'inoccupation, précisément, en particulier en accédant à des données de gestionnaires de distribution d'eau et d'électricité pour identifier des logements à très faible consommation. Et puis, par ailleurs, une mesure qui permet aux associations d'agir en justice contre des propriétaires qui laissent leur logement inoccupé. Donc, il y a des choses qui se font. Il y a des nouvelles réglementations qui ont été adoptées. Il y a aussi un plan de rénovation du logement public qui est en cours depuis le début de cette législature, où il y avait beaucoup de travail à faire pour mettre le logement social, le logement public de manière plus générale, aux normes en matière de consommation énergétique notamment. Malheureusement, on revient de très très loin et donc il reste beaucoup à faire et il y a encore beaucoup de difficultés concrètement sur le terrain pour les ménages accéder à un logement de qualité. Alors, tu parles de logements sociaux, tu parles d'attente, tu parles de rénovation. Est-ce qu'il y a assez de logements sociaux en Wallonie? Alors là, très clairement non. On est historiquement, la Belgique est un des pays, quand on compare aux pays avoisinants, avec un taux de logement social très faible. On a même perdu quelques logements sociaux les dernières années. Et on est aux alentours de 5,5% de l'ensemble des logements wallons qui sont des logements sociaux. On sait que la demande est beaucoup plus grande. Il y a environ 40 000 ménages qui sont inscrits sur les attentes pour accéder à du logement social, mais ce n'est qu'une partie de la demande. Il y a beaucoup de ménages qui ne s'inscrivent plus, qui n'espèrent plus accéder à un logement social, alors qu'ils sont dans les conditions et qu'ils y auraient droit, parce que il y a une mauvaise image du secteur, parce qu'il manque de logement, parce que le temps d'attente moyen est de 4 ans, etc. Il manque combien de logements sociaux en Wallonie? C'est difficile à estimer précisément, mais en tout cas, on devrait aller vers un pourcentage beaucoup plus important. Il y a une période où l'objectif à atteindre au niveau régional était de 10% de logements sociaux. On voit qu'on en est encore loin. Cette règle n'est plus d'application malheureusement. Et il faudrait qu'on poursuive les efforts et ils sont vraiment importants si on veut y arriver pour atteindre, selon nous, un pourcentage de l'ordre de 15 à 20% de logements sociaux sur l'ensemble du territoire.
concrètement, il y a presque un Wallon sur 3 qui est dans les conditions pour accéder à un logement social. Tout à fait. Alors, il y a quelques jours, le 15 mars, c'était en Wallonie la fin du moratoire hivernal sur les expulsions. On en est où avec ce moratoire hivernal, avec ce moratoire sur les expulsions? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Qu'est-ce qu'il faudrait adapter pour éviter justement les expulsions? Parce qu'on sait qu'une expulsion, on arrive vite à la rue, on devient SDF, et que la situation quand on est SDF est très compliquée après, encore plus compliquée, je dirais, après, pour retrouver un logement. On en est où en Wallonie par rapport à ça et par rapport à nos voisins dans les pays voisins? Alors, on en est au tout début. Il n'y a pas vraiment de politique ni de réflexion de fond sur cette thématique-là. C'est une des difficultés sur laquelle nous, on a mis le focus au niveau du rassemblement depuis 2 ans, en disant il faut absolument prendre à bras le corps cette problématique. Ben, comme tu l'as dit, notamment pour prévenir le fait que les personnes se trouvent sans abri. Donc, il y a des mesures qui existaient déjà, comme la loi dite d'humanisation des expulsions, qui est encore une loi héritée du fédéral, mais qui date de 1998, qui garantit une série de garde-fous, le délai entre la décision de justice et l'expulsion, la procédure en elle-même, mais c'est très très faible par rapport à l'impact de ces situations sur les ménages qui les vivent. Quand même dire aussi que les expulsions, c'est un échec pour tout le monde. Je ne connais pas de propriétaires qui se réjouissent de passer par une procédure d'expulsion. C'est coûteux, c'est compliqué, ça crée des drames humains catastrophiques dont on paye les conséquences très longuement par la suite, avec des ménages qui mettent des mois, voire des années à se restabiliser derrière. Mais tout ça est fondu un peu dans la masse, on s'en rend pas trop compte. Pour venir au moratoire à proprement parler, on a publié une carte blanche sur la question la semaine passée pour attirer l'attention sur le fait que c'était bien nécessaire d'étendre le moratoire au logement privé. Jusque-là, il existait un moratoire pour les logements sociaux, sous condition d'accepter la guidance budgétaire du CPS, mais c'était uniquement réservé au logement public. Dans le privé, il n'y avait pas de moratoire. Alors, c'est la deuxième fois qu'on a un moratoire qui a été adopté. D'abord pour faire face à la crise énergétique et la crainte que les locataires n'arrivent plus à payer leurs charges et leur loyer. Mais il faut dire que c'est un moratoire temporaire. Il a été pris uniquement pour cet hiver 2022-2023. On n'a pas de garantie sur la suite. C'est bien nécessaire de ne plus mettre les gens à la porte en hiver, mais on sait aussi que si on ne fait pas un travail en amont, si on n'essaie pas de résoudre les situations, le moratoire, il ne les résout pas en lui-même, il reporte la décision d'expulsion. Et notre crainte depuis notamment les difficultés qui ont lieu autour du confinement, qui ont produit beaucoup de tensions entre locataires et propriétaires, notamment sur des questions de loyer, etc., c'est que la situation ne continue à s'aggraver et que les expulsions ne continuent à se développer de manière galopante, avec comme particularité qu'on n'a pas de données sur la situation aujourd'hui. On ne sait pas mesurer et évaluer combien il y a d'expulsions en Wallonie par année, ce qui est extrêmement interpellant. On a fait des estimations aujourd'hui et à nouveau pas de politique spécifique de prévention et de lutte contre ces phénomènes. Alors, est-il possible d'empêcher une expulsion? Alors, il y a du travail à faire à pas mal de niveaux, notamment d'abord rappeler que les expulsions, c'est quand même un symptôme du mal logement et de la situation générale de dégradation des conditions socio-économiques des ménages. Il y a de plus en plus de personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts, n'arrivent pas
n'arrivent plus à payer leur loyer de manière régulière. Ça, c'est un contexte global qui met la pression sur les locataires et par conséquent sur la relation locative entre le locataire et le bailleur. Donc, ça, c'est déjà une première chose. Tout ce qui va aider à faire face aux difficultés de paiement du loyer, on évoquait l'allocation d'attente logement, ça peut aider. On verra si c'est suffisant, à notre avis, sans doute pas encore, mais en tout cas, ça devrait soulager un petit peu les finances des ménages qui auront droit. Hein. Et on sait par ailleurs qu'il y a un paquet d'intervenants qui sont dans la procédure. Il y a un travail de coordination à faire pour éviter que chacun ne voit qu'une toute petite partie de la situation qui est rencontrée. On sait qu'il y a aussi sans doute un travail à faire pour aider les locataires davantage encore à faire face à leur dette de loyer. On propose qu'on mette en place un fonds pour faire face aux arriérés de loyer qui aiderait et les locataires et les propriétaires dans les cas de situations compliquées. On sait aussi qu'il y a très peu de locataires qui, dans les situations d'expulsion, sont entendus en justice. C'est plus de la moitié des locataires pour lesquels une décision de justice est prise en leur absence, une décision d'expulsion. Il y a des conséquences dramatiques, donc ça c'est extrêmement interpellant. Il y a du travail à faire de ce côté-là. Et puis il y a un travail d'accompagnement pour soutenir les ménages dans les difficultés qu'ils rencontrent, aussi pour accéder à la justice, je viens de le dire, et on sait qu'au plus tôt on intervient dans le conflit, au plus on a de chance de trouver des solutions. Quand même dire aussi que beaucoup d'impayés de loyer sont liés à l'état d'insalubrité des logements. C'est l'arme que peuvent utiliser les locataires en bout de course quand le propriétaire ne réagit pas, ne fait pas les travaux. Et donc, malheureusement, avec cette menace de plus payer une partie du loyer, on sait que pas mal de locataires se retrouvent en difficulté devant le juge. Et parfois, ça aboutit à des situations d'expulsion. Donc, tout ce contexte d'insalubrité du logement, des relations locatives qui se dégradent, il y a des choses à faire là-dessus pour limiter ces effets et intervenir avant que les choses ne viennent. Alors, ce qu'on peut rappeler également, on entend souvent ça quand on travaille dans le social, etc. Mon propriétaire ne fait pas ça, donc je ne paye plus mon loyer. Il faut quand même rappeler que c'est illégal de ne pas payer son loyer. Il faut directement passer, quand il y a un conflit, devant un juge de paix et ne pas prendre des décisions soi-même, parce que alors après on arrive dans des conséquences qui sont dramatiques par la suite. Donc ça, il faut peut-être le rappeler également. Tout à fait, tu fais bien de le dire. C'est notre boulot aussi comme un rassemblement pour le droit à l'habitat. Hein. On essaie de s'appuyer sur le droit au logement, mais aussi les obligations qui sont conséquentes. Là, il faut constater que dans la pratique, les locataires ont souvent peu d'autres moyens quand le propriétaire ne réagit pas aux différentes demandes. Il faudrait passer directement par la justice, mais on sait que ça reste très compliqué, hein, parce que la justice a une mauvaise image, n'est pas accessible, on ne comprend pas forcément grand-chose. Et puis si on a en face de soi quelqu'un qui est bien armé avec un avocat, c'est compliqué de se défendre. À nouveau, hein, 50% des locataires qui ne sont pas présents lors des jugements d'expulsion, ça veut dire quelque chose. Mais effectivement, il faut être extrêmement prudent avec ce genre de pratique, puisqu'on le voit, ça se retourne contre les locataires. Alors, est-ce que les locataires connaissent vraiment leurs droits ou c'est au petit bonheur la chance et le propriétaire a toujours raison, donc nous, on ne sait rien faire? Est-ce que c'est un problème de connaissance de droit ou c'est simplement un état d'esprit qu'on n'a plus envie de se battre? Alors, de mon expérience de travail en partie de première ligne, moi, je suis souvent plutôt impressionné par comment pas mal de gens arrivent à maîtriser
les droits fondamentaux, et en particulier le droit au logement, alors que c'est une matière extrêmement complexe et il faut reconnaître, c'est à croire que on a parfois l'impression que c'est fait pour s'y perdre. Je dis pas que c'est intentionnel évidemment, mais en travaillant depuis des années dans le secteur, c'est d'une complexité sans nom. Pour maîtriser la base des droits fondamentaux, des procédures de réglementation, il faut se lever de bonne heure. Maintenant, c'est clair aussi qu'il peut y avoir une partie de manque d'informations. On l'a vu sur les trêves hivernales. Pendant des années, on pensait que ça existait alors qu'il n'y avait pas de réglementation dans ce sens-là. Mais par confusion un peu avec la situation française où cette trêve, ce moratoire existe depuis des années. Donc, parfois un peu compliqué de s'y retrouver. L'accès à l'information, elle est primordiale pour connaître ses droits et pouvoir aussi les défendre d'un nouveau avec des situations et des réglementations qui sont complexes et peu accessibles. Ouais, tu parlais justement à comparer avec la France. Pourquoi en Belgique, il n'y a jamais eu de moratoire? Il faut savoir qu'en France, le moratoire hivernal existe depuis de très 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 nombreuses années, hein. C'est dû au combat acharné de l'abbé Pierre, hein, qui a su obtenir ce moratoire. Pourquoi en Belgique, il n'y en a jamais eu? Difficile de dire pourquoi ça n'a pas été adopté. La Belgique est un pays de compromis politique. C'est sans doute une partie de l'explication. Il faut se mettre d'accord entre parties différentes pour prendre des réglementations. Donc ça, sans doute que ça joue. La difficulté de manière générale par rapport aux expulsions, on l'a vu dans le travail que nous avons fait et en épluchant un peu les études et les recherches qui avaient été faites sur la question, c'est que c'est un peu une problématique qui passe sous les radars, pour lesquels on n'a pas vraiment de conscience de ce qui se passe, même pour les travailleurs sociaux, parce que souvent ils sont interpellés en tout bout de parcours dans les quelques jours qui précèdent l'expulsion, là où ils ont beaucoup moins de capacité d'intervenir. Et globalement, c'est un impensé de la politique du logement. On n'a pas vraiment travaillé sur ces questions-là. C'est une partie de l'explication sans doute. Mais à nouveau, j'insiste, le moratoire est nécessaire, mais il n'est vraiment pas suffisant parce que si on se contente d'adopter le moratoire, on reporte les situations et on crée des tensions encore plus importantes. Ça veut dire que quand on autorise à nouveau les expulsions, on ouvre toutes les vannes qu'on a fermées pendant quelques mois. Donc, il faut arrêter d'expulser des gens en hiver, il faudrait arrêter d'expulser des gens sans relogement, mais il faut prendre d'autres mesures pour travailler en amont, comme je l'ai évoqué, avant que les situations se dégradent et pour essayer d'améliorer globalement les situations de logement, parce qu'on sait que c'est les ménages qui sont aussi dans des situations plus complexes, qui sont plus à risque de vivre des conflits et des situations d'expulsion. Alors, si on peut mettre une petite parenthèse, l'Union bruxelloise des SDF menée par José Paradès, voilà, je ne revenais plus sur son nom, il dit pas d'expulsion sans relogement. Est-ce que c'est vraiment important, le relogement? Tout à fait, parce qu'on sait que d'abord, on s'est réjoui un peu vite, pardon. On s'est réjoui un peu vite lors des études précédentes qui ont été réalisées sur la question de l'expulsion, de voir que une partie seulement des jugements d'expulsion aboutissait à des expulsions effectives, réalisées avec huissiers, forces de l'ordre, des ménageurs, etc., etc. Sauf que quand on gratte un peu et qu'on va voir d'un peu plus près, la majorité des ménages qui sont sous le coup d'une décision d'expulsion, même si elle n'est pas exécutée par la force, ils vont quitter le logement avant qu'elle soit exécutée. C'est ce qu'on appelle les départs forcés. Et on sait qu'ils ne vont pas aller dans de meilleurs logements, dans de meilleures conditions. Donc,
tous ne vont pas se retrouver directement à la rue, mais il y en a toute une série qui sont accueillis par des proches de la famille, ce qui crée d'autres difficultés et qui peut être source de tension aussi quand on a des personnes qui sont déjà mal logées elles-mêmes qui accueillent. Et donc, la question du relogement, elle est primordiale. Ça ne sert à rien que les gens se retrouvent à la rue. Ça ne produit aucun effet positif, soyons clairs. Et donc, il faudrait généraliser des politiques de relogement, même si ça n'est pas simple à mettre en œuvre. Mais en pratique, le passage par la case rue n'apporte rien aux personnes qui le vivent. Qui devrait s'occuper justement avant les expulsions avec la procédure? Est-ce que c'est les CPS qui devraient s'investir encore plus dans les problèmes d'expulsion et être avertis bien avant le jour fatidique? Alors, c'est déjà le cas aujourd'hui. La réglementation, c'est une des balises que j'évoquais. La réglementation prévoit que le CPS est averti quand une demande d'expulsion est introduite au greffe du tribunal. Euh, la difficulté, c'est que on voit qu'en pratique, ça produit relativement peu d'effets. Ça dépend d'un CPS à l'autre. On a des pratiques très, très différentes de ce côté-là, mais normalement, le CPS a l'obligation légale de proposer son aide de la manière la plus appropriée qui soit à un ménage qui est sous le coup d'une procédure de demande d'expulsion. Cette proposition d'aide, souvent, elle se limite à envoyer un courrier euh, pour dire si vous avez besoin de nos services, on est là, contactez-nous. On sait que ça produit très très peu d'effets. Les CPS eux-mêmes sont conscients qu'ils ont assez peu de retours des personnes concernées face à ce genre de courrier. Il y a différentes attitudes par rapport à ça. Certains CPS redoublent de créativité et de dynamisme pour aller à la rencontre, mais globalement, c'est un des enjeux qu'il faudrait des approches beaucoup plus proactives, hein, ne pas attendre que les gens viennent consulter, surtout quand ils sont sous le coup d'une procédure, d'une décision d'expulsion. C'est un peu la panique à bord, avec des risques de couper les ponts euh, et de ne pas de ne plus faire des démarches parce on est complètement figé par la situation qu'on est en train de vivre. Mais là-dessus, l'intervention des CPF, on le sait, est malheureusement très très limitée, notamment parce qu'il faut reconnaître qu'ils ont de plus en plus de tâches qui leur sont dévolues. Celle-là, elle est un petit peu centrale, elle existe depuis presque 25 ans maintenant, et donc on, il est temps de revoir un peu la manière dont on travaille à ce sujet et d'avoir une application plus active des CPS. Certains prennent des initiatives, il y a des pratiques intéressantes là-dessus pour justement aller à la rencontre des locataires en difficulté le plus tôt possible. On sait que ça peut changer la donne à nouveau, mais globalement, l'impression c'est que l'acteur naturel identifié par la loi pour intervenir, intervient assez peu, pas suffisamment, et il faudrait pouvoir effectivement mobiliser, notamment le secteur associatif aussi, et avoir une vraie coordination de l'ensemble des acteurs qui sont censés intervenir, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, parce que chacun ne voit qu'une petite partie de la procédure. Quelle est justement la solution pour que le CPS puisse intervenir bien avant une demande d'expulsion? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire à ça? Parce qu'on sait que quand il y a une demande qui est déposée devant le juge de paix pour une expulsion, pour un problème entre locataire et propriétaire, mais la procédure, en 3 ou 4 mois maximum, on est sur l'expulsion. Est-ce qu'il y a un moyen pour que des professionnels, le CPS ou le monde associatif, puissent intervenir bien avant que cette demande arrive sur le bureau du juge? Précisément, alors il n'y a pas une solution, hein, attention, ça reste des situations qui peuvent être assez complexes, mais je l'évoquais tout à l'heure, le fait de pouvoir
soutenir les locataires qui sont confrontés à des difficultés d'insalubrité, où ils sont obligés d'entamer eux-mêmes les procédures pour démontrer l'insalubrité. On sait que ça, c'est un frein important pour faire valoir ses droits, être entendu dans la relation locative. Mais ça, c'est une approche préventive un peu en amont, qui aurait des effets bénéfiques déjà de ce point de vue-là, qui éviterait que des locataires cessent de payer le loyer en espérant que ça fasse bouger le propriétaire. Euh, Effectivement, les difficultés de paiement du loyer en elles-mêmes, on plaide pour qu'on réfléchisse vraiment à ces questions-là avec un mécanisme de garantie de paiement du loyer, ce qui serait dans l'intérêt du locataire et du propriétaire. On pourra aller vers un mécanisme public, mais ce serait intéressant que les bailleurs puissent contribuer aussi à financer, par exemple, un fonds de ce ordre-là. On sait que ça, c'est dans leur intérêt aussi que les loyers soient payés. Euh, Au niveau des CPS, la loi prévoit déjà, il y a des améliorations à adopter parce que l'information n'est pas toujours communiquée en temps et en heure, elle n'est pas toujours complète. Mais donc là, il y aurait des choses à faire, mais on a déjà un premier travail d'information. Euh, il faut que le CPS puisse s'en emparer. Alors parfois, c'est une question de moyens. Parfois, les situations sont évidemment très différentes entre des grands CPS, des grandes métropoles qui sont surchargées, qui doivent gérer des dossiers dans des conditions inhumaines pour les travailleurs sociaux, mais aussi pour les personnes qui sont dessus. Quand on a un quart d'heure, 20 minutes le maximum pour faire le tour d'une situation et de pouvoir l'accompagner, on imagine que ça ne permet pas de faire face en détail à ce qui se passe. Donc, il y a une question de moyens, il y a une question de volonté aussi. Certains TPS mettent en place d'autres manières de travailler, à nouveau, sont davantage proactifs. Ça produit des effets quand on va à la rencontre des locataires, etc., et qu'on essaie de les aider le plus tôt possible, ça peut tout à fait changer la donne. Et à nouveau, l'intervention d'un tiers, une troisième personne dans le conflit locatif, avant que les choses ne dégénèrent, mais parfois jusqu'à la toute dernière minute, ça permet de temporiser les choses et de jouer la désescalade du conflit, plutôt que une aggravation de la situation. Alors, on arrive tout doucement à la fin de cet entretien. Cette semaine, c'est la semaine de l'Housing Action Day qui se clôturera un peu le dimanche en Belgique avec deux grandes manifestations, une à Bruxelles et une à Liège. Je sais que le Rassemblement wallon du droit à l'habitat est très impliqué dans cette manifestation qui se déroulera à Liège. C'est quoi un peu le programme de cette journée à Liège? Enfin, de cette journée en Belgique, parce que c'est à Liège et à Bruxelles. Ouais, tout à fait. Mais d'abord, c'est important de dire que c'est une mobilisation qui est à sa troisième édition. La première était un peu perturbée par le confinement et qui fait suite à un appel européen d'une coalition d'action pour le droit à la ville et à l'habitat, qui veut remettre la question du logement, de l'habitat, du droit à la ville un peu au cœur de l'agenda politique. Il y a eu plusieurs éditions sur Bruxelles pour dénoncer cette crise structurelle du logement. Ce dimanche, il y aura ces deux rassemblements à 11 heures derrière l'hôtel de ville de Liège, avec un parcours jusqu'à 13 heures qui s'arrêtera à quelques endroits un peu symboliques avec des prises de parole, des témoignages, une mobilisation qu'on espère colorer, plein de messages aussi pour redire que le droit au logement, c'est un droit vital pour pouvoir accéder à toute une série d'autres droits, je le rappelais tout à l'heure. L'accent est en particulier mis sur le problème des loyers, avec une augmentation de plus en plus rapide du coût des loyers qui est insupportable. On en parlait tout à l'heure. Et donc, on demande à ce qu'il puisse y avoir un gel et un encadrement effectif du marché. Aujourd'hui, on a des grilles qui n'encadrent pas le marché.
il y a toute la problématique de l'inoccupation des logements, on l'a évoqué aussi, et puis le problème du manque de logements publics et d'alternatives au marché privé. Il faut davantage de logements publics et davantage d'alternatives au marché privé. Ça, c'est un petit peu les revendications phares pour la mobilisation à Liège à 11 heures. Et puis, il y aura dans le même temps une mobilisation à 15 heures à Comte-de-Flandre, à Bruxelles, avec un parcours encore plus chamarré et avec plein de slogans et de pancartes pour se retrouver à 17 heures, place du jeu de balle. Et donc, des moments importants pour faire entendre la voix des locataires, rappeler que le logement, c'est une problématique essentielle se mobiliser tous ensemble pour essayer de faire avancer les choses. Eh bien, de toute façon, nous sommes Radio Solidarité, nous serons présents à Liège dès 11 heures pour des directs sur la manifestation et sur la clôture à 13 heures. Et on aura l'occasion également d'avoir des invités qui pourront s'exprimer, qui pourront expliquer la problématique et peut-être de proposer des solutions ou d'améliorer ce qui existe déjà. En tout cas, David, merci beaucoup pour cet entretien. On se verra de toute certainement dimanche à Liège. Je te souhaite une bonne semaine, une bonne journée et à très 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 bientôt. Merci à toi. Au revoir. Oui, au revoir. Retrouvez nos interviews en podcast sur notre site www.solidarité.tv.